Tout à fait. On va commencer tout simplement cette soirée à parler des factions qui vont aller un peu vite en termes de... de descriptif. Sachez que je vous ai parlé du contexte, en effet, du chaos de l'Empire et des elfes, aux elfes et elfes noirs, mais les hommes lézards, première faction du monde de Warhammer créée par les anciens, je le rappelle, enfin, apportée là-dessus et créée dans le grand plan, pour le grand plan, par les anciens, leurs premiers enfants. Les hommes lézards, dans tous les descriptifs qu'il y a sur la quarantaine de pages de contexte qu'il y a de Warhammer, ils ont une demi-page. Salut Mordot. Moi j'ai un véhicule à peindre. Bah, installe-toi, vas-y, balance French Ninso. En gros, le début du contexte commence par les hommes lézards. Littéralement. C'est-à-dire que, comment ça se passe du point de vue des hommes lézards en ce moment au contexte? Alors je rappelle que le contexte de la pré-fin des temps, ça se passe pas en 2 jours, hein, c'est de 2519 jusqu'en 2523. Toutes ces années-là, c'est les contextes qui sont racontés dans les 40 pages du premier bouquin. Parce qu'il s'en passe des choses. Malheureusement pour les hommes lézards, ou bien heureusement pour les hommes lézards, il n'y a vraiment rien quasiment de décrit pendant les immenses tempêtes de magie qui ravagent la planète, qui font, je le rappelle, créer des failles démoniaques partout dans le monde, qui rendent les gens fous. C'est l'appel à la guerre du chaos qui appelle tous ces sbires. C'est le couronnement d'Archaon 2519 dans le lore. Et les hommes lézards voient tout simplement ce qui est en train de se passer de leur œil très lointain en Lustrie, dans leur forteresse végétale qu'est la Lustrie. Ils ont, comme je l'ai dit, des habitudes de combattre les démons et les failles démoniaques depuis des millénaires. La faille de Xautech se réveille, ils envoient plus de Saurus, des dizaines et des dizaines et des dizaines de centaines et de milliers de Saurus dans ce hachoir à viande, juste pour tenir les démons dans leur faille. Et je le rappelle que les grands commandants, les plus puissants de tous les hommes lézards, ce sont bien les Slann. Et les Slann, je le rappelle, il y en a très très peu de réveillés. Hein. Les Slann de la première génération sont tous morts, hein. Leur corps est détruit. Il n'y en a qu'un seul qui a réussi à survivre en momifié, c'est Croak. Alors, la première génération, ça veut dire que c'est la première génération, c'est les premiers Slann créés qui ont été créés par les anciens eux-mêmes. Ceux qui ont combattu les démons lors de la première incursion du chaos. Ceux-là sont tous morts. Bonsoir Quentin, merci beaucoup pour le follow. Et les Slann de la seconde, de la troisième, de la quatrième et de la cinquième génération, qu'elles comptaient presque des millénaires, hein, je crois, pour avoir leur âge, eh bien, ce sont de moins en moins, ils sont de moins en moins puissants. Ils restent les mages les plus puissants du jeu en termes de créatures du bien magique. Et les Slann de la seconde génération, le plus puissant d'entre eux, Mazdamundi, est censé être endormi à cette période. Il se réveille beaucoup plus souvent, mais là, il semble être dans des songes depuis plusieurs années, dizaines d'années. Et le contexte, ils sont tellement beaux les conceptats des hommes. Je suis tout à fait d'accord. Et quand tu vois tu vois, je trouve ce vieux dessin du livre d'armes V6 des hommes lézards, je trouve qu'il fait encore totalement de café. Et bien tout simplement, Mazdamundi va se réveiller, bien évidemment. Il va se réveiller quasiment au moment du couronnement d'Archaon, sachez-le. En 2519, il va se réveiller, mais il va se réveiller en ne disant qu'une phrase. Une seule. On sait pourtant que Mazdamundi, hein, c'est pas n'importe quel Croak, hein. Slann. C'est pas n'importe lequel, hein. C'est un mec qui était prêt dans son lore, hein, dans le livre d'armée des hommes lézards par exemple. C'est un des gars qui veut mettre une baigne à tous ceux qui ne suivent pas le grand plan. Hein. C'est quelqu'un d'assez vénère. Et tout simplement, Mazdamundi, je vous le lis, hein, je vous le lis, il est dans une salle où tu as plein de skinks, parce que je rappelle que quand les Slann dorment, c'est les skinks qui commandent, les prêtres skinks, les petits lézards. Le gars qui se réveille en Avada Kedavra, il tue un mec direct. La phrase que va dire Mazdamundi alors que tous les petits skinks sont en train de se chamailler en se disant il se passe des choses, on le ressent, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'est dans le grand plan, est-ce que oui c'est dans le plan, etc. Mazdamundi va se réveiller, il va ouvrir un œil et il va simplement dire le grand plan a échoué, l'exode doit commencer. Le mec, ça fait... Franchement, je n'ose pas me gourer. Ça fait 10 000 ans qu'il existe.
qu'il est de la seconde génération. Ou allez, 8000 ans. Allez, on va le donner 8000 ans. Ça fait 8000 ans qu'il existe. Il se réveille au moment du couronnement d'Archaon. Et il dit, le grand plan a échoué. Le plan lui-même des anciens. On ne sait pas vraiment lequel c'est, mais voilà. Et il parle d'un exode. Alors, ceux qui connaissent l'histoire, merci de ne pas spoiler maintenant, mais c'est quelque chose qui est un indice colossal pour la suite. Cette toute petite phrase que tu lis en te disant ouais, bon, c'est la merde, quoi. Alors que c'était dans les premières pages du bouquin. Il sait que c'est perdu, les femmes et les enfants d'abord. C'est ça. Salut Grumpy, bonsoir. Chacun pour soi, Cassos. C'est à peu près ça. Un bel indice, exactement. Pas de digression, bah je suis dans un état de fatigue énorme, donc non. Donc voilà, en gros, les hommes lézards, à ce moment-là, sont dans une optique que le grand plan a échoué. En tout cas, Masamudi, le plus puissant d'entre eux, balance ça. Et c'est tout ce qu'on aura en termes de concept. C'est un peu dommage quand même pour une faction qui est censée être la première. Mais bon, j'aurais pas grand-chose d'autre à vous dire là-dessus, donc passons. On en parlera bien plus des hommes lézards, mais attention, il faudra attendre plusieurs semaines avant que je vous reparle des hommes lézards, parce qu'attention, ils sont pas pour tout de suite. Gaspacho et Oli, ouais, j'espérerais, mais je voulais vous faire le stream quand même. Allez, deuxième faction, on reste dans l'homme quelque chose, parce que finalement, c'est les mêmes. Les hommes bêtes, les Kenridais. Alors là, par contre, les hommes bêtes... Alors là, what the fuck. Hein. Alors, je le rappelle, hein, les hommes bêtes ont toujours été une faction un petit peu... pas lolistique, hein, ça c'est plus les... Enfin, pas loli, mais lolistique. S'il y en a qui trouvent ça loli, inquiétez-vous. C'est déjà ciao les hommes bêtes. Je suis désolé, Hunter, mais j'ai rien d'autre à dire. On parle de la fin des temps. Oui, c'est la fin des temps, là, Todd Bringer. Là, on parle vraiment du début de la fin des temps. Véritablement, les hommes bêtes ont toujours été une faction où ils apparaissent, ils font des dégâts et ils se barrent. Les hommes bêtes, alors là, c'est autre chose. Je rappelle que depuis le couronnement d'Archaon, la comète à deux queues est aperçue dans le ciel. Elle va durer pendant quasiment toute la fin des temps, presque. Avec plaisir, j'ai mes héros. Bon courage à peindre 30 bestigors. En plus, là, on va parler de leur grand frère. Tout va bien. Les hommes bêtes voient non pas la comète en elle-même comme un présage ou comme quoi que ce soit, ce sont des hommes bêtes, d'accord? Ils ne sont que pulsions, ils ne sont que primitifs. Je rappelle bien que les hommes bêtes, ce sont censés être les véritables enfants, les véritables rejetons du chaos. C'est-à-dire, voilà à quoi ressemblerait le monde de cette planète si, dès le début, le chaos avait gagné. Tout n'aurait été que corruption, tout n'aurait été que mutation. Les hommes bêtes ne voient pas vraiment la comète à deux queues traverser le ciel, comme certains autres peuples le voient. Ils ne voient que l'autre chose primordiale. Ce n'était pas décrit encore parce que je vous en ai pas parlé, mais Morslib, c'est vous savez, la deuxième lune de Warhammer. Je vous rappelle que le portail des anciens, il y a plusieurs milliers d'années, lorsqu'il a explosé, le portail qui permettait aux anciens de passer de monde en monde, celui qui était composé au final d'un métal inconnu, et lorsqu'il a pété, est-ce que c'est un trafiquement, est-ce que c'est une attaque, on n'en sait rien du tout. Lorsqu'il a pété, il a fait des débris qui sont allés en orbite, des débris concentrés de magie noire, la Malpierre. Et c'est une lune en Malpierre, Morslib. Et tout simplement, Morslib, elle est comme de plus en plus attirée vers la planète, comme si elle se rapproche un peu plus, ou en tout cas que son émanation, avec, je le rappelle bien, les vents de magie qui sont colossaux depuis le couronnement d'Archaon, elle émane d'un pouvoir gigantesque. Je vous ai parlé qu'il y avait des failles démoniaques qui s'ouvraient partout, mais ça, c'est le rapport avec les démons et les guerriers du chaos. Je ne vous ai pas parlé des rapports avec les hommes bêtes. Parce que les hommes bêtes sont mignons quand même. Hein. Mais disons qu'ils vont bourriner des gueules. Hein. Vous imaginez bien que ça reste une faction du chaos. Hein. Donc là, leur up, il est gargantuesque.
Vous savez comment fonctionnent les Umbets. Ils sont certes primitifs et sont attirés par le pouvoir du chaos, même sans vraiment le comprendre. Et ils sont bien sûr attirés par les fameuses pierres des Hardes. Vous en avez une à droite là sur le dessin. La pierre des Hardes, les fameux monolithes imprégnés d'énergie du chaos, pour certains composés de Malpierre, qui les attirent, qui leur font des espèces d'aura incroyables. Et les Umbets vont ressentir l'énergie du couronnement d'Archaon, donc ils ressentent qu'un nouveau élu des dieux est nommé, parce que c'est quand même une émanation géante, donc quelqu'un qui pourrait les dominer, ou en tout cas les utiliser à son escient. Dominer les Umbets, c'est un mot impossible. Et surtout, en plus des tempêtes du chaos, des tempêtes de magie qui pètent de partout, des failles démoniaques qui ouvrent de partout, vous avez comme attiré depuis le sol des monolithes Umbet qui poussent. Je vous rappelle que le monde de Warhammer, il est bizarre. Hein. Le monde de Warhammer, tu as des montagnes entières en forme de crâne parce que la magie de la mort passe par ici ou la magie noire est passée par là. Le sol, hein, véritablement, peut être corrompu dans le monde de Warhammer. La terre en elle-même peut attaquer. Eh bien là, l'émanation des pouvoirs et le fait que le chaos appelle, des pierres des Hardes sortent du sol, même certaines qui avaient été ensevelies par des peuples qui avaient réussi à les battre. Par exemple, je ne sais plus comment elle s'appelle là, les Six Pics, voilà, c'est une bataille qui est racontée, je crois, dans le livre Tempête de magie. Les Six Pics, les 6 pierres des Hardes qui avaient été détruites par Balthazar Gelt et Kurtelborg avec une armée d'Aldorf énorme au prix de centaines de morts, eh bien, vont ressortir de terre comme si jamais rien ne s'était passé. Et les Umbets ne vont jamais être aussi nombreux qu'à ce moment-là, au début de la fin des temps, à part quand le chaos a pété pour la toute première fois. Ils reviennent pas au même niveau, au même nombre, parce qu'ils nous auraient déjà tous détruits, ils auraient déjà tout détruit, mais ils reviennent à un nombre inqualifiable. Tous deviennent les rois de leur terre. Les forêts deviennent persona non grata pour tout ce qui est non-Umbet ou mutant. Faudrait essayer de faire manger de la Malpierre à des Umbet. Non. Les différents vents de magie ont une influence sur la Terre elle-même, probablement. C'est tout à fait ça, Jérémy. Tu as tout à fait raison. Il y a vraiment une importance avec le fait de la magie. La magie est certainement la chose qui est le mieux décrit et le mieux concordant dans le monde de Warhammer. T'en mets plus, tout est possible. C'est pour ça que la fin des temps est possible, justement. Parce que le couronnement d'Archaon a créé les tempêtes de magie. Donc les Umbet sont d'une puissance incroyable au début de la fin des temps. Ils se multiplient à un niveau pas possible. La Dragval devient un endroit ultra dangereux. Midenheim est presque entouré d'ennemis. Le Talabekland, on n'en parle même pas. Même Atel-Lorraine, qui a toujours connu des hardes dans ces bois, parce que ça reste des bois magiques, qui ont connu qui même le temps a du mal à correctement filer à l'intérieur. Même dans Atel-Lorraine, la pullulation des Umbet amène encore plus de danger. Les Umbet deviennent vraiment très nombreux. Mais ils restent Umbet. C'est-à-dire que contrairement à des guerriers du chaos ou des démons qui sont soumis totalement à Archaon, ou en tout cas à son essence divine que sont les 4 dieux du chaos, les Umbet, c'est que le chaos qui règne. Ils comprennent même pas le fait d'avoir des dieux, parce que avoir une religion, c'est former un début de civilisation, ou une grande civilisation. Et les Umbet détestent ça, refusent ça. Ils sont nombreux, puissants, mais LAV7. Mark-Henry demande à ma femme, tu vas voir le LAV7, elle va le faire bouffer 3 ou 4 fois. Un nouveau gnome. Donc véritablement, les Umbet sont une menace énorme et restent un chaos sans nom. Ils sont vraiment les vrais fils du chaos. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour les Umbet. Pas de chef charismatique pour les Umbet, donc pas de Khazrak qui va commander tous les Umbet, pas de Malagor qui va commander tous les Umbet, pas de Morgur. Tout ça, certes, quand ils croisent des guerriers du chaos, ils peuvent, des guerriers du chaos en maraud, des cultistes, des mutants, soit ils les dévorent, soit ils s'allient à eux, mais le but étant bien sûr la destruction ultime de toute civilisation. Ça reste des créatures qui ne vivent que pour le chaos lui-même, pour n'être que chaos. Bon voilà, on a fait 2 présentations rapides. Passons aux choses sérieuses.
Passons aux choses sérieuses, j'ai déjà plus de voix. Les elfes sylvains. On a parlé des hommes bêtes. Tout de suite, on passe aux elfes sylvains. Leur némésis, leur anathème, bien sûr. Les elfes sylvains, contrairement aux hommes bêtes, contrairement à beaucoup d'autres peuples, sont dans leur pire moment, le plus catastrophique de toute leur histoire au début de la fin des temps. Mais vraiment, les elfes sylvains, le peuple d'Azel-Lorraine, il a connu, avant le chaos, il a connu les aïeux d'Urtu et ses pères. Après l'incarnation du chaos, il a eu les esprits de la forêt créés pour la guerre pour défendre Athel-Lorraine d'une puissance incroyable. Il y a eu derrière les elfes qui fuient la guerre de la barbe et qui s'abritent dans les bois, qui finissent par s'allier à eux pour se protéger à la fois des nains et des peaux vertes. Il y a eu les règnes de Ariel et Orion après cette alliance. Ariel qui devient littéralement un avatar de la magie de la vie sur Terre, une demi-déesse de Isha. Orion qui devient la demi-dieu de Kurnus, des surpuissances pour dominer leur monde. Certes, il y a eu des moments où Ariel a pété des câbles, rendu folle par le décès de sa sœur, des manigances de Morathi, sa sœur étant, je le rappelle, la femme de Malekith. Orion qui donc a régné seul pendant que... Enfin, Orion qui ne s'est pas réincarné quand Ariel commençait à péter des câbles, corrompu un peu par la magie noire que lui a fait, un peu corrompu tout simplement par la magie noire que lui a appris Morathi pour sauver sa vie. Voyant qu'elle a fait une connerie, Ariel s'est enfermé dans le chêne des âges pour méditer et essayer de se calmer et de se décorrompre. Et Orion a régné seul, Orion, dieu des guerriers, donc très vénère. Mais jamais dans l'histoire des elfes sylvains, ils en ont été à un niveau comme ils le sont dans le début de la fin des temps. Je m'explique. Ariel, dans le début de la fin des temps, Ariel, je le rappelle, c'est à la fois une elfe et à la fois c'est Athel-Lorraine elle-même. C'est très compliqué d'essayer de cerner ce personnage parce qu'il est presque divin. Hein. Ariel, elle est Athel-Lorraine. Et elles ont un lien indéfectible entre la forêt et elle. Si la forêt va bien, Ariel va bien. Si j'appelle la forêt avec un grand F, c'est-à-dire la vie, l'émanation de la vie, du vent de la vie, de la magie de la vie, la plus bénéfique de toutes. Si la magie, ou en tout cas la vie, la trame, ça s'appelle la trame dans le lore, la trame de la vie est bancale, Ariel le sera aussi. Même si c'est à la base une elfe, hein, elle est devenue demi-déesse. À ce moment-là, avec tout ce que je vous ai raconté, ce qui se passe en termes de contexte, les failles démoniaques, les incursions barbares, les hommes bêtes qui sont absolument partout, la magie qui est décuplée, et toutes les magies, certes la vie, mais toutes les magies également, et les démons qui sont prêts à ravager tout ce qu'il y a. Je vous rappelle qu'Athel-Lorraine est assiégée à la fois par des démons et des hommes bêtes à ce moment-là, hein, parce qu'il y a des failles qui pètent, des démons qui en sortent, même dans Athel-Lorraine, parce que c'est un énorme concentration de magie. Eh bien, Ariel est mourante. Elle n'est pas folle, corrompue, bafouée. Non, elle est mourante. Donc, avec ce que je viens de vous expliquer, vu qu'elle a un lien avec la forêt, vous voyez à quel point c'est la merde en termes de lore. Ariel, rendue malade, presque... en fait, comment ça se passe? Comment on sait en fait, elle tombe malade d'un coup. Elle tombe mourante presque d'un coup. Il se passe une bataille, je vais vous en parler après pour le lore suivant. Il se passe une bataille, et à la fin de cette bataille, alors que les elfes sylvains et les bretoniens sont victorieux, Ariel tombe au sol, en train de mourir. What the fuck, qu'est-ce qui se passe? On a gagné la bataille, qu'est-ce qui vous arrive? Donc directement, c'est la panique chez les elfes, parce que Ariel qui meurt, ça veut dire que la forêt est en danger. Tout de suite, on la ramène au chêne des âges, on la met à l'intérieur. Le chêne des âges est un peu la salle du temps, si vous préférez. Et elle va se régénérer, elle va se soigner comme elle l'a toujours fait. Et
quelques semaines après avoir enfermé Ariel dans le chêne des âges pour essayer de la sauver, le chêne des âges commence à pourrir. Le chêne des âges, hein, c'est l'un des premiers arbres du monde de Warhammer. Il était là même avant les anciens. C'est quelque chose de total. Et il ne meurt pas, genre parce qu'il fane, il meurt parce qu'il est gangréné par des pustules. Des hommes arbres, hein, s'effondrent au sol car l'intérieur de leur corps n'est qu'asticot. Donc c'est la merde. C'est grandement, grandement la merde à ce moment-là. Ariel n'arrive pas à se soigner. Ce qui fait que c'est Orion qui dirige. Orion qui dirige est un dieu guerrier, c'est un roi guerrier, c'est de l'avatar de Kurnus. Et Orion, disons qu'il n'est pas content du tout qu'Ariel va pas bien. Déjà parce que c'est sa femme, hein. Je rappelle qu'ils sont liés tous les deux. Isha et Kurnus ont toujours été liés dans leur histoire. Je commence à comprendre cette fin des temps, ça promet. Ah oui, non, mais vous êtes qu'au début de surprise. Et Orion vraiment devient fou de chagrin. Il va massacrer avec une violence incroyable toutes les hardes qui auraient pu se trouver dans Athel Lorraine et voire même les massacrer à l'infini parce qu'il y en a certaines qui sont bloquées dans des boucles temporelles. Je rappelle qu'Athel Lorraine, c'est très compliqué. Orion va être d'une violence incroyable. Le souci, c'est que Orion, ce n'est que le côté de la chasse, de la guerre. Alors, pas la guerre comme on l'entend avec Cain ou Corne, mais plutôt de « allez, on fonce et on se défoule en tuant tous nos ennemis possibles ». Sauf que c'est pas des bonnes stratégies, c'est des chasses sauvages. Hein. Dans le nom, c'est sauvage. Ce qui fait que Orion va, avec ses attaques qui certes sauvent énormément d'Athel Lorraine, va aussi faire perdre beaucoup d'esprits de la forêt et d'elfes pour au final des guerres qui ne sont que temporaires. Je rappelle que c'est fluctuant. Je vous rappelle que ce passage où les tempêtes de magie ont pété et où les pierres des hardes sont sorties du sol, ce n'est que temporaire. C'est la résultante du couronnement d'Archaon. Mais Orion, lui, il libère toute sa rage sur ce temporaire-là, au lieu de se solidifier. En même temps, c'est la chasse sauvage. Hein. Ils ont toujours été comme ça, les elfes sylvains. Donc Orion va faire des massacres incroyables. Une fois que les hommes bêtes auront été, pas matés, mais en tout cas auront presque disparu d'Athel Lorraine, il faudra 2 ans pour faire ça, c'est énorme pour Orion, Ariel sera toujours pas soigné. La trame de la vie a vraiment été chamboulée par le couronnement d'Archaon, comme si vraiment quelque chose s'était immiscé à l'intérieur d'Athel Lorraine, un doute, la fin des temps, le fait que tout est condamné. Et Athel Lorraine, alors que les elfes sylvains sont vraiment dans le pire moment de leur histoire, Ariel va mourir. Très certainement, elle va mourir. Et avec elle, le chêne des âges sera condamné. Et donc les elfes sylvains. Et donc au final, la trame de la vie elle-même. Eh bien, c'est quelqu'un d'autre qui va arriver dans les bois. Quelqu'un d'autre qui va arriver à Athel Lorraine. Et ce quelqu'un d'autre, il n'est pas venu à pied depuis la Bretonie, les montagnes grises ou l'Empire. Non, il est venu par les racines du monde. Je rappelle, les elfes sylvains, ils utilisent les racines du monde, c'est le chemin, c'est Yggdrasil, hein, c'est les racines de Athel Lorraine qui, avant, recouvraient quasiment les 3/4 de la planète, qui permet de voyager à des vitesses faramineuses et presque partout. C'est magique, TG c'est magique. Eh bien, cette créature, cette personne qui arrive en Athel Lorraine est passée par là, par les racines. C'est très, 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 très rare que quelqu'un d'autre que les aïeux, donc genre les mecs comme Durtu ou les elfes sylvains, puissent faire ça. Et cette personne, elle vient en Athel Lorraine, et c'est Alarielle, reine éternelle des hauts elfes. Oui, c'est un DeviantArt. Oui, j'ai vu beaucoup trop de saloperies pour tomber sur cette image. Est-ce que vous vous rappelez à quel point c'est la merde en Ultian à ce moment? Je vous rappelle que
Calédor est en sécession. Malekith est prêt à attaquer, mais il est ralenti par les corneux. Et Ultuan se fait assaillir par des centaines de milliers de démons. Tyrion semble être totalement aveugle aux demandes du peuple. Merci Glitius, et merci beaucoup pour le follow, bienvenue parmi nous. Et c'est Théclis qui va sauver les meubles et tout ça. Je vous rappelle que sa fille, Alarielle, est toujours enlevée par Manfred. Elle est même en Sylvanie, sa fille. Alarielle arrive en Athel-Lorraine, mais elle n'arrive pas en sauveuse. Elle arrive les yeux gorgés de larmes au conseil d'Athel-Lorraine. Je vous rappelle que le conseil, ce sont les nobles qui dirigent chaque région d'Athel-Lorraine, parce que leur roi, c'est Orion et Ariel. Orion est en train de péter des câbles et attaque tout le monde, et Ariel est malade. Donc c'est le conseil qui dirige Athel-Lorraine à ce moment-là. Et Alarielle, reine éternelle des hauts-elfes, arrive à ce conseil. J'ai toujours du mal entre Ariel et Alarielle. Ben je sais, c'est pour ça essayez de bien vous distancier les deux. Et Alarielle va arriver au conseil en leur disant « Pitié, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de vous parce que Tyrion envoie une armée sauver ma fille et j'ai bien peur qu'elle n'y arrive jamais, cette armée. » Eltarion, je vous rappelle, et Eldira sont envoyés avec leurs armées sauver Aliatra en Sylvanie. Alarielle, donc, ne vient pas en termes de sauveuse, elle vient demander de l'aide aux elfes sylvains qui sont dans leur pire moment. Et le conseil va réfléchir. Est-ce qu'on se sépare de troupes même déjà, le conseil et tous les elfes sylvains se méfient des hauts elfes. Ils se méfient des hauts elfes comme ils se méfient des elfes noirs. Ils savent que les deux sont potentiels de futurs traîtres. Et c'est quelqu'un qui va venir prendre la défense d'Alarielle, répétant un peu le schéma qui s'est passé il y a des millénaires. C'est Durtu. Durtu, premier père des aïeux, hein, c'est-à-dire, je vous rappelle, les premiers hommes arbres créés par les anciens. Donc Durtu, potentiellement, il a connu les anciens de sa vie. Durtu, le père des aïeux, va venir au conseil, alors qu'il n'était pas venu depuis des siècles, et va dire « Il faut qu'on l'aide, elle pourra nous aider en retour, mais le sacrifice en sera énorme. » Et c'est exactement ce qui se passe lorsque la reine éternelle des hauts elfes, la toute première, a demandé, enfin la toute première, celle qui s'est mariée avec Aenarion, a demandé à Durtu lui-même aussi de sauver ses enfants de l'attaque des démons, de la première attaque des démons lors de l'incursion, la toute première incursion du chaos. Le Durtu avait accepté, mais en disant attention, il y aura un grand prix à en payer. C'était le fait que un tiers des elfes de l'époque rejoignent les esprits de la forêt. Et ce fait, voyant que Durtu dit qu'il faut aider cet elfe, le conseil décide d'envoyer en Sylvanie Talcine. Enfin, c'est Aralot, pardon. Aralot, le seigneur de Talcine, excusez-moi. Aralot, leur plus grand héros, littéralement. Un noble qui avant était ultra condescendant, etc. et qui est devenu un héros du peuple et un héros du conseil. C'est l'amant de Liléate, donc le mec. C'est littéralement taper une déesse. Figurine de la V8, ils ont voulu la mettre en avant, etc. Et tout simplement, ce gars, on sait qu'il a la bénédiction de Liléate. Et c'est un immense héros qui va certainement, avec sa petite armée, pouvoir renforcer quand même les hauts elfes. Mais en contrepartie, Aralot, certes, doit aller sauver la fille de Alarielle, mais Alarielle, donc la reine éternelle des hauts elfes, va devoir faire quelque chose pour Athel-Lorraine. Une fois l'accord passé, Alarielle acceptera le marché. Et elle rencontrera, aux Chênes des Âges, deux elfes. Les gardiennes d'Ariel en convalescence, d'Ariel sur son lit de mort. Nestra et Arahan, qui sont à la fois ses filles et à la fois son esprit, l'esprit d'Ariel scindé en deux. C'est des avatars d'elle-même, en fait. Nestra et Arahan vont accepter la présence de Alarielle
à l'intérieur du chêne des âges, à l'intérieur même. Ce n'était jamais arrivé pour autre que Ariel ou Orion. Et elles vont lui dire 2 phrases, parce qu'à chaque fois, hein, il y en a une qui est très énervée et l'autre très douce. C'est les deux côtés, hein, la lumière et la lune, enfin le soleil et la lune. Elles vont la menacer, puis lui dire qu'elles ont besoin d'elle, etc. Elles sont pas lunatiques, mais bon, elles sont quand même un sacré caractère toutes les deux. Et elles vont laisser passer à l'Ariel. Et au moment où ça se referme derrière elle, comme si c'était presque pas un piège, mais un aller sans retour, lorsqu'elle commence à descendre dans le chêne des âges pour rejoindre Ariel en train de mourir, elle entend une seule voix, elle n'arrive pas à reconnaître laquelle des deux, est-ce que c'est la Vénère ou est-ce que c'est la Douce, qui dit juste « Sauvez notre mère ». Ariel se dit que très certainement, c'est un aller simple pour elle. Donc, personne ne m'avait posé la question la semaine dernière, mais que fait la reine éternelle des hauts elfes alors que tout le monde se prend la gueule? Bah en fait, elle est en Athel Lorraine. Elle essaye de négocier une armée pour pouvoir aller sauver sa fille. Parce que je rappelle que sa fille, même si c'est une bâtarde, c'est la fille de Tyrion et d'Alariel, et non pas du roi Phénix et d'Alariel, ça reste du sang de la reine éternelle. De la première reine éternelle. Mais c'est pas un sang totalement divin. C'est pas Azurian et Isha, c'est Isha et un elfe lambda. Elle va se sacrifier pour sa fille, c'est beau. J'aime beaucoup son histoire à Alariel et à Ariel. J'aime beaucoup leurs histoires de toute façon à ces elfes-là. Et aussi pourquoi. Pourquoi elle est venue à Alariel? Pourquoi déjà elle a pu aller en Athel Lorraine par les racines du monde alors que c'est réservé normalement que aux elfes sylvains ou aux esprits de la forêt? Pourquoi elle vient proposer et demander de l'aide aux elfes sylvains? Elle aurait pu demander à n'importe qui d'autre. Eh bien en fait tout simplement parce que, rappelez-vous bien, Ariel, je vous ai dit, c'est une incarnation de Isha. C'est une demi-déesse. Elle est à moitié elfe, à moitié déesse. De la déesse de la vie. Mais Alariel, donc les hauts elfes, aussi. Je vous rappelle que Alariel, elle maîtrise la magie de la vie à un niveau incroyable. Mais elle n'est pas vraiment déesse, comme pourrait l'être Ariel. Elle n'a pas connu des millénaires d'histoire. Et en fait, si on comprend bien un petit peu, toutes les deux ont une parcelle de la trame de la vie en elles. Et séparées, elles risquent de disparaître. C'est pour ça que Alariel est allée en Athel Lorraine, parce qu'elle aussi, elle était attirée par l'endroit où il y a le plus de magie de la vie dans le monde, Athel Lorraine, comme si elle avait été appelée. La fin des temps approche. Qu'est-ce qui se passe dans le chêne des âges? On en parlera dans quelques semaines, quand on atteindra le niveau des elfes. Alors, j'espère que vous êtes prêts là par contre. C'est comme dans Cœur de Dragon. Elle est la 3e représentante de Isha, non? 2e. Alors là. Alors les Bretoniens. Alors je vous ai dit, hein, si vous m'avez écouté et pas seulement Cœur de Dragon, c'est pas jeune comme rêve. Chut, en même temps, c'est Soren qui l'a balancé. Je vous ai parlé que Ariel, elle est tombée malade, elle est tombée mourante après une bataille qu'ils avaient gagnée, que les elfes sylvains avaient gagnée. Mais je vous ai dit qu'ils n'étaient pas seuls, il y avait les Bretoniens avec. Les Bretoniens, chut, sérieux. Les Bretoniens, au début de la fin des temps, ils sont dans le même état que les elfes sylvains. Ils viennent de passer les pires années de leur histoire. Mais vraiment. Exactement comme les elfes sylvains. Pour vous expliquer ce qui se passe. En 2520, à l'hiver, une guerre civile éclate entre Bretoniens. Vous avez Loup en cœur de lion, chevalier du Graal, roi de Bretonie depuis le secteur de Couronne, au nord du pays. Et
un fils bâtard, Malobaude de Mousillon. Ça, c'est la guerre civile qui est connue. C'est celle qui va apporter beaucoup de changements dans les Bretoniens. Mais juste avant, vous avez vu que j'ai mis une image. N'oubliez pas que déjà des années avant ça, avant même véritablement le début de la fin des temps, même si ça pourrait être considéré comme aussi un début de la fin des temps, la fée enchanteresse Morgiana a été enlevée. Elle a disparu. La fée enchanteresse, elle aussi, pouvoir d'Isha, pouvoir de la vie incroyable. Elle a été enlevée par Drisha, je vous le rappelle, la madriade folle des elfes sylvains, et a été donnée à Manfred du genre vas-y, fais ce que tu veux avec, moi c'était juste pour faire chier les elfes. Donc déjà, ils n'ont pas de fée enchanteresse en Bretagne à ce moment-là. Et Malobaude, appelé le Serpent, va créer une rébellion contre son père, qui, loue en cœur de lion, la couronne, ça pèse. En gros, c'est littéralement la légende arthurienne, encore une fois, qui se répète avec les Bretoniens. Le fils bâtard, Mordred, qui veut renverser Arthur, etc. Et Malobaude, depuis Mousillon, va mener une révolte incroyable. Déjà parce que, au moment où il lance sa rébellion, directement d'autres nobles s'allient à lui. Comme si une espèce de corruption latente attendait le bon moment pour renverser Louan Cœur de Lion. Pardon, j'en fais tomber mon casque. Voudrait renverser Louan Cœur de Lion. Louan Cœur de Lion, voyant que le petit bâtard veut essayer de lui piquer sa place, déjà en plus, parce que c'est pas très gentil de vouloir faire ça à son père, même si t'es un bâtard quand même, va mener une belle armée et va lui défoncer la gueule. Il va mater les seigneurs rebelles, jusqu'à comprendre que Malobaude, en fait, il n'est pas seul. Malobaude s'est allié à quelqu'un. Il s'est allié à un mort-vivant. Il s'est allié à Arkhan le Noir. Arkhan le Noir, un prêtre liche, donc un Écarien à la base, qui est le plus grand et plus fervent serviteur de Nagash. Je vous remontre le livre si vous avez oublié le titre. Voilà. Ce qui fait que lorsque Mousillon sera assiégé par les forces bretoniennes, en face, l'armée sera 3 fois plus grande, alors qu'ils n'ont subi que défaite sur défaite par l'attaque de Louan. Et une immense bataille entre Bretoniens et morts-vivants plus traîtres va éclater. Et la bataille va aller en sens des morts-vivants. Louan Cœur de Lion va devoir reculer. Et c'est à partir de là que Malobaude va rallier à lui presque 5 duchés. Attention, il ne les rallie pas par la... Enfin, si, quand même, par la corruption, il en rallie quelques-uns par la corruption, mais sinon, il décapite des ducs et prend leur place. En gros, il fait un peu le style orc. Malobaude est un vampire, vous l'avez compris, c'est un seigneur vampire, et il est mené à la baguette par Arkhan. Arkhan est son grand nécromancien, plutôt une bonne alliance, et lui n'est qu'un vampire surpuissant. Si j'avance et que tu recules, voilà, c'est ça. Salut Shiva. Et cette guerre civile va durer presque 1 an. Le summum du pire pour ces pauvres Bretoniens, ça sera la bataille de Quenelle, où Louan Cœur de Lion sera abattu par Malobaude. Louan Cœur de Lion, le roi de Bretonie, chevalier du Graal, monté sur un hippogriffe, sera mis à bas par son fils bâtard, Malobaude. Il sera enlevé de la bataille, Louan Cœur de Lion, par 6 prêtresses de la Dame, et il disparaît.
Ce qui fait qu'à partir de là, ils ont plus la fée enchanteresse, ils ont plus le roi, et un tiers des duchés sont en rébellion. Ok. Donc vous l'avez compris, c'est la merde hein, pour les Bretoniens à ce moment-là. Oui, c'est bien la merde. Et tout simplement, est-ce que Games Workshop a voulu enlever Loup en cœur de lion de l'histoire et les Bretoniens au passage parce que refaire leur gamme compliqué, ça, vous êtes seul juge. On n'est pas là pour dire ça. Je suis là pour vous présenter le lore, simplement. Et il est dit que Malobod, à partir de là, ne peut plus être battu par un humain. Bah oui, hein, Louan, cœur de lion, même s'il avait bu dans le Graal, ça restait qu'un humain, parce que tu sais que boire dans le Graal, au final, mis à part devenir presque immortel et devenir presque un demi-dieu, non mais voilà, quoi, ça sert à rien. Donc Malobod, il commence à péter les câbles, à se dire, ok, eh ben, je vais commencer à décapiter n'importe qui va se mettre en défi contre moi. Vu que je suis imbattable, Arcane me l'a dit, et vu que j'ai battu Louan, c'est une preuve que je suis imbattable. Aucun humain ne peut me battre. Et ça va marcher, sa technique. Hein. Il va ravager l'Empire pendant la Bretonie pendant des mois. Jusqu'à ce qu'il tombe sur un os. Parce que oui, en effet, il est un Malobod, l'un des plus grands combattants qui existait en Bretonie. Il ne peut pas être quasiment battu par un humain. Mais la Bretonie, elle ne compte pas que des humains. La Bretonie, elle a un champion éternel, un esprit de chevalier, le chevalier de Sinople. Sacremort de son petit nom. Et Sacremort, au moment du siège de Couronne, il va apparaître. Je vous rappelle que le chevalier de Sinople, hein, il est très tourné aussi sur la trame de la vie. Hein. Il est très dépendant de la magie. C'est un esprit, hein, je le rappelle. Et il a toujours eu un lien dans le lore avec la fée enchanteresse, etc. Si la fée enchanteresse n'était pas là, pourquoi il n'est pas apparu avant? Peut-être parce que simplement, soit il essayait de la sauver, il essayait de la trouver même d'ailleurs, ou tout simplement, il n'arrivait pas à être incarné, son pouvoir n'était pas assez fluctuant. Est-ce qu'il a une figurine Malobod? Non, il n'a pas de figurine Malobod, ou alors dans les très vieilles versions. Et Sacremort, il va arriver, bonjour, je suis chevalier de Sinople, viens là petit. Le petit, il va faire non. Malobod va essayer de vouloir s'enfuir face à cet ennemi qu'il ne pourra pas vaincre par la force de son épée. Il va se retourner pour avoir de l'aide de Arcane, Arcane qui est mage pour pouvoir abattre cette créature de magie. Et Arcane sera plus là. Pouf! Plus d'Arcane. Il est où? Pas du tout. Est-ce qu'il l'aurait utilisé juste pour avoir ce qu'il veut et puis se serait barré? Oh, c'est pas vrai. Arcane le ninja. Disparition au ninja. Malobod est un mort-vivant ou il est juste allié? C'est un vampire, hein, Jonah. C'est un seigneur vampire. Chacun pour soi, Cassas. Surprenant connaissant Arcane, incroyable. Hein. Et tout simplement, eh bien, Sacremort, le chevalier de Sinople, va défoncer Malobod et va le décapiter, détruisant cette menace et mettant fin à la guerre civile de Malobod. Mais les Bretoniens, étant sûrs maintenant, parce que ça a pris des semaines de faire ça, étant sûr que Loup en cœur de lion est mort, parce qu'il n'est pas réapparu, que la fée enchanteresse est perdue, qu'il n'y a plus rien pour diriger la Bretonie, que Loup en cœur de lion n'a pas eu de fils autre que Malobod, il faut élire un nouveau roi. Il faut un nouveau roi en tout cas. Et les Bretoniens vont presque faire une autre guerre civile pour s'affronter, à savoir qui sera le nouveau roi. Donc vous voyez que mon scénario de JDR saison 3 où les Bretoniens c'est des connards en politique, c'est pas de la merde. Hein. Même Games Workshop ils disent qu'ils sont d'accord. Mais est-ce que Louan avait une ou plusieurs filles? C'est pas dit s'il a d'autres enfants. Est-ce qu'on sait que Sinople est Gilou? Eh bien justement, voyant que la Bretonie est prête à sombrer, le chevalier de Sinople, qui on ne sait comment reste incarné depuis le moment où il a défoncé Malobod, et reste même d'ailleurs au conseil des ducs, le chevalier de Sinople va dire ça suffit, alors que normalement il parle pas ou quasiment pas, et il va enlever son casque. Et sous son casque,
alors que ça fait 1540 ans que personne ne l'a vu, physiquement vu, à part par des dessins. Ils reconnaissent tous Gilles Le Breton, fondateur de la Bretonie. Quoi? Je vais boire un coup. Charlemagne débarque en 2023, tout le monde dit OK. Serment et honneur. Merci énormément Darth Maul, merci beaucoup pour ton 28e mois de sub, merci énormément. Même moi quand j'ai lu ça, j'ai fait what the fuck. Donc voilà, on comprend que Gilles Le Breton, fondateur de la Bretonie, un homme qui est devenu un esprit, l'esprit lui-même de la Bretonie, est toujours vivant, d'une manière ou d'une autre, et en levant son home pour montrer qu'il est quand même le premier roi de la Bretonie, vous allez vous calmer les petits pédants, excusez-moi, c'est pas du tout ce que je voulais dire, les pédants, et il va leur dire, si vous avez confiance en ce que j'ai fait de la Bretonie, nommez-moi roi à nouveau. Et il sera roi une seconde fois. Donc les Bretoniens, retenez bien ça, s'il vous plaît, retenez bien ça. Jusqu'à la fin des temps, les Bretoniens nomment un esprit incarné par le pouvoir de la vie, roi de Bretonie, parce qu'il est leur premier roi. Ceux qui savent voient où je veux en venir. C'est le côté anglais de la faction, ça, voilà. Donc la Bretonie a perdu son roi, a perdu sa magicienne la plus forte, mais a nommé le premier roi de la Bretonie roi à nouveau. Alors c'est sûr que je trouve ça un peu classe, mais je trouve ça un peu bizarre aussi. Par contre, c'est pas fini pour les merdes. Hein? Ben non, c'est pas fini. Parce que... Juste pour vous dire, hein, tout ce que je viens de vous raconter, ben je vous ai pas parlé de tout ce qui est en rapport au chaos. Je vous ai parlé que des morts et des Bretoniens, là. Parce qu'au moment où Gilles va être recouronné roi, les tempêtes de magie arrivent en Bretonie. Les failles démoniaques, les massacres, les mutants, les hommes bêtes. Pour vous donner une idée de ce qui se passe en termes d'échelle d'importance, Artois ne peut plus sortir d'eux et sont assiégés pendant presque 10 ans par des, enfin quasiment jusqu'à la fin de l'histoire, par des hommes bêtes. Et Bordelot, hein, troisième cité de Bretonie, cité portuaire, celle où il y a la marine bretonienne, je le rappelle. Bordelot disparaît. Elle est remplacée par une montagne de crânes. Voilà. Comment ça? Voilà. Bref, en gros, de la Bretonie, et ça en une phrase. Et ça, c'est vraiment en une phrase. Je ne vous mens pas. Hein. Je ne vous mens pas dans le lore, c'est vraiment en une phrase. J'essaie de vous la retrouver. Trop de picole. Elle a fait plouf. Ce n'était pas de l'eau. Non, c'était pas de l'eau. Hein. Attendez, j'essaie de retrouver ça. Là, voilà. Une nuit, alors que le vent hurlait avec la voix des damnés et qu'une pluie de sang tombait, la cité de Bordelot s'évanouit sans laisser de traces.
un fort de bronze et d'os se dressait à sa place, les crânes des citoyens disparus accrochés en guise de trophée sur ses remparts par les mêmes démons qui rôdaient sur leur terre. Ah d'accord. C'est quand même une ville importante, Bordelot. Je sais pas. Mais bon, comme ça, plus de marine à gérer dans l'histoire. Donc vous avez bien compris ce qui reste de la Bretonie maintenant. Le centre Artois-Gisors peut pas sortir parce qu'il y a trop d'hommes bêtes. Couronne et Languille ont été ravagés par Malobaude. Tout le sud, la Gascogne, etc. sera défoncé parce qu'il n'y a plus la fée enchanteresse pour les protéger. Et la moitié de la côte ouest a disparu entre Mousillon qui a été purgé pour les vampires et Bordelot qui est devenu un fort de cornes. Ben il reste Paravon et Bastogne. Et Quenelle. Ceux qui sont pas loin des elfes sylvains ou de l'Empire. On est à la page 30. Hein. 31, pardon. 31, pardon. Le joueur corde a fait une réseau auto pour le siège. Ah, littéralement, Chroma, littéralement. Donc, franchement, pour un peuple aussi épique, je suis désolé, hein, mais pour aussi épique que la Bretonie, ils auraient pu faire mieux quand même. Ils auraient pu faire mieux. Parce que la Bretonie, là, je vous spoil un petit peu, on va en parler dans une bataille, puis dans une autre bataille, puis c'est tout. Ils auraient dû faire mieux. Fallait que ça se termine en gros. On sent quand même que la Bretonie, ils en pouvaient plus, quoi. Bretonie supérieure empire, évidemment. Il a bien fait de revenir, Gilou. Ah oui, oubliez-le, hein, il va plus apparaître. Hein, ça y est, c'est fini. Il va rester sur son trône, hein, Gilles Le Breton, c'est fini. Allez, écoutez. Il nous reste 10 pages à faire. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eux aussi. Oh putain, pourquoi je fais ces streams avec ma fatigue? Oh. Bon allez. Les nains. Comment ça, eux? Les nains. Qu'est-ce qui se passe avec les nains? Le chapitre, enfin pardon, pas le chapitre, pas du tout, la page ennemie qui parle des nains dans End of Time, du contexte en tout cas de la fin des temps pour les nains, va beaucoup tourner autour de Thorgrim. Thorgrim le rancunier, au roi des nains, je le rappelle, donc roi des rois, roi de Karakirn, roi de Karak-Varag, Karak-Owipik, etc. Depuis Karazakarak, eh bien Thorgrim voit tout ce qui se passe. Hein. Il n'est pas con. Ils ont en tout cas certainement la meilleure bibliothèque du monde de Warhammer en termes d'histoire avec les hauts elfes, hein, les nains. Ils ont énormément de choses concédées, donc ils savent, ils comprennent ce qui se passe. Ils comprennent que le chaos, à nouveau, va se réveiller, mais à un niveau peut-être que les nains ne sont pas prêts à affronter. Parce qu'il n'y a pas que le chaos qui va mener une guerre contre les êtres vivants. Les nains, au contact de leurs pires ennemis, savent que les hommes rats et les orques, que les peaux vertes sont en train de préparer quelque chose, que s'ils sont multitudes. Et Thorgrim est vraiment tiraillé en se disant « Je ne sais pas si le peuple des nains peut affronter tous ses ennemis en même temps sans risquer de disparaître. Est-ce qu'on devrait rester aider nos alliés, comme nous avons fait le serment, je le rappelle qu'ils ont fait serment d'alliance à l'Empire, les nains. Est-ce qu'on devrait aller les aider?
où Thorgrim, le rancunier, l'homme qui a juré de rayer plus de lignes de livre des rancunes que d'en écrire, Thorgrim se dit: est-ce qu'on ne refuserait pas nos serments et que l'on s'enferme? Il est un peu influencé par la guilde des forgerunes, hein, qui sont une guilde extrêmement puissante, celle des forgerunes nains, hein, des maîtres des runes. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire ce qu'ils me disent, eux, refuser nos serments, abandonner nos alliés qui vont finir par devenir imprévisibles quoi qu'il arrive, et est-ce que non, ne ferme pas les citadelles naines pour de bon? On se refait le même scénario que nous avons fait pendant la toute première incursion du chaos, s'enfermer sous terre et attendre que ça passe. Thorgrim est divisé entre ces deux points de vue. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il choisit entre les deux, c'est assez mal décrit dans le roman. Donc, je veux pas jeter la merde sur un bousier ou quoi que ce soit. Ça veut rien dire cette expression. Mais les nains pensent à refuser leur serment. Est-ce que ça prouverait pas au final qu'est-ce que c'est vraiment que les nains? Oh, ça va me poser des problèmes ce stream au final. Ah putain. Ça y est, voilà, les premières menaces. Grumpy, ça y est. Alors, véritablement, Thorgrim ne choisira pas. Thorgrim ne choisira pas parce qu'il lui faut déjà l'aval des rois. Il lui faut l'aval des autres rois, hein, bien évidemment. Déjà, vous avez certains rois, hein, qui refusent catégoriquement d'aller aider les autres. Littéralement. Vous avez le roi de Karak-Azul. Je vous rappelle qu'à Karak-Azul, il y a le plus puissant de tous les forgerunes, Thorek, qui est totalement influencé par les forgerunes. Eh bien, Thorek et le roi de Karak-Azul eh bien, ont déjà fermé leurs portes et ont complètement verrouillé la forteresse. La forteresse de Karak-Azul n'a plus de troupes qui sortent en extérieur de la ville pour aller aider les hommes ou quoi que ce soit. Non, 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 c'est terminé. Ils ont fermé la citadelle et ils sont partis en expédition. Alors, ils vont pas aider les autres, ils partent en expédition parce que Thorek aurait une trace d'une déesse naine, Valaya. Peut-être qu'il pourrait trouver l'endroit où elle se cache. Donc, il est parti en expédition. Donc, Thorek lui a dit: ouais, c'est ça le petit, moi ça m'intéresse pas ton truc. Donc, Thorgrim, déjà, ça lui a pas trop plu. Par contre, Thorgrim, il sait qu'il a des alliés, en termes de rois, qui sont plutôt dans la vie. Il faut pas rester chez nous, il faut qu'on aille défendre les autres, etc. Quand même, sans les autres, on sera tout seul et on mourra. Le roi de Karakirn, le roi bien entendu de Karak-Kadrin, hein, Ungrim, le roi tueur, et même Bélégar, hein, le mec qui est en siège interminable depuis des centaines d'années à Karakoïpik, alors pas des centaines d'années, plus d'une centaine d'années presque, même Bélégar dit qu'il est prêt à envoyer des troupes pour aller aider les nains et les alliés. Tu vois, t'as des nains comme Thorek qui sont des bâtards, et puis t'as des mecs comme Bélégar qui sont des tchads, tu vois. À Karak-Norn, ils en pensent quoi? À Karak-Norn, c'est pas précisé. La forteresse qui est entre Atel-Lorraine et l'Empire. Très certainement qu'eux vont se rallier. Tout ce qui est montagne grise, ça lie très souvent à Thorgrim parce que ce sont des nains un peu de seconde génération, entre guillemets. Et aussi, hein, Thorgrim, il a des contacts avec Krakadrak. Hein. Krakadrak qui est attaqué par Valmir Esling, hein, je le rappelle. Qui a été attaqué par Valmir Esling, et il sait qu'il n'y a plus de réponse au nord, donc c'est quand même vénère. Barakvar, on n'en a aucune idée. Barakvar, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Barakvar, même, j'ai un peu peur, quand tu lis le lore, que Barakvar est déjà tombé. Attendez qu'on parle d'Escaven. N'allez pas trop vite, s'il vous plaît. Pendant ce temps, quelque part dans le donjon, j'ai la ref, Kratek. Donc Thorgrim, il est un peu tiraillé par cette idée de est-ce qu'on s'enferme ou pas, est-ce que je vais aider mes alliés ou pas. Et cette très longue attente et ce très long choix va lui porter un petit peu préjudice dans l'histoire suivante, vous allez le comprendre. Par contre, vous en avez, comme je vous l'ai dit, qui vont directement ignorer le fait de s'enfermer et qui vont aider leurs alliés. Je pense surtout à Karak-Kadrin avec Ungrim, le fort des tueurs. En fait, Thorgrim va recevoir une lettre écrite. On ne sait pas trop par qui, mais ça semble être écrite par un elfe
qui demande à Thorgrim d'aller également aider une princesse elfe, celle qu'il a rencontrée précédemment. Je vous rappelle que Thorgrim a rencontré Aliatra, la fille de Alarielle et de Tyrion, en tant qu'émissaire, et l'a fait escorter, et c'est son escorte et celle des Welfs qui a été attaquée par Manfred, le premier enlèvement. Et même une alliance de nains et de Welfs est partie à Nagashizar pour tenter de la sauver, et a échoué une deuxième fois à la sauver. Ce qui fait que Thorgrim, il trouve qu'il a fait assez, mais il y aura une autre solution par rapport à ça. Bref, Thorgrim, il sait que les citadelles naines sont fortes, elles sont très puissantes, même encore aujourd'hui, même si l'âge d'or des nains est terminé. Mais il se dit que ce qui arrive va être d'une extrême complexitude pour le peuple des nains. On verra ça dans 42 streams. Pour voir une petite idée de comment la fin des temps se passe pour les Welfs, il n'y a vraiment pas de quoi être gier. C'est quand elle était sur le chemin du retour qu'elle s'est fait enlever? Ouais, tout à fait, Bibindome. Ça, j'en ai parlé la semaine dernière. Mais elle se fait enlever sur le chemin entre Karazakarak et un port. Alors qu'elle était accompagnée par des nains et des hauts elfes. Donc voilà. Les nains, c'est ce que je peux vous en dire par rapport au texte qui en est écrit. Ah oui. Putain, c'est vrai qu'il y a ceux-là aussi. J'en suis où là dans mes trucs? J'en suis à la moitié. C'est tout Grumpy. J'ai rien d'autre à te dire pour les nains pour l'instant. Je vous rappelle qu'on n'est que dans le contexte pour l'instant. Bon alors les peaux vertes. Bon alors, celui-là ça va être très simple. Vraiment ça va être extrêmement simple de vous parler des orques et gobelins. Je vais pas prendre. Je pense que je vais même pas prendre 5 minutes. Les orques et gobelins, comme je vous l'ai dit, ressentent comme toute... de quel s'agit-il pour tout ce lore? C'est tout ça. C'est la série des End Times, Guillaume, qui est sortie en 2015. Je sais plus quand est-ce que c'est sorti. J'ai la date là-dessus. 2014. Les orques et gobelins, ils sont heureux. Franchement, j'ai rien d'autre à dire. Si, allez, je précise quand même un peu. Les orques et gobelins sont à un niveau d'allégresse totale. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont avec le chaos, surtout pas parce qu'ils sont avec le chaos, parce que ça combat partout. Il y a de la baston partout. Au début de la fin des temps, les orques se multiplient. Les orques deviennent plus nombreux que les hommes bêtes, mais vraiment beaucoup, beaucoup plus nombreux. Les terres sombres, les terres arides sont gorgées de peau verte. Il y en a même qui apparaissent en Agaronde, il y en a même qui apparaissent en Lustrie, il y en a qui apparaissent un petit peu à l'est dans les montagnes des larmes. Les peaux vertes n'envahissent pas les nains du chaos, justement, Quentin, je vais te donner un petit contexte. Bref, les peaux vertes, il est décrit dans le roman, là, à ce moment-là, dans l'histoire, on est à la 35e page, il est décrit à ce moment-là que les orques et gobelins, s'ils avaient eu un seigneur charismatique pour les commander tous, comme l'a été Gorbat Grifotfer, ils auraient déjà gagné. Ils auraient été plus forts que le chaos à ce moment-là. Tellement ils étaient nombreux, tellement ils étaient puissants. Sauf qu'ils n'ont pas ça. Les orques et gobelins n'ont pas un chef charismatique à ce moment-là. Par contre, ils en ont deux. Deux extrêmement différents l'un et l'autre. Vous en avez un qui est parti au nord, attirant à lui toujours plus d'orques. Même au début, lorsqu'il les a vus arriver, ce personnage, il a massacré les orques, comme le voulait justement la tradition orque. Je vous montre que je suis le plus fort. Et ça a attiré encore plus d'orques, parce qu'il tapait très très fort le boss. Ce boss est parti au nord parce qu'il sait que c'est au nord que ça va se passer. C'est au nord qu'il y a les grands ennemis à abattre. Et vous le savez, c'est Grimgor. Grimgor est en train de regrouper au nord la moitié de la force de cet immense wag composé d'orques. Mais Grimgor, c'est une machine à tuer. C'est littéralement le combattant ultime des peaux vertes.
mais ce n'est pas du tout leur meilleur général. Il ferait la même chose s'il serait seul. Pour lui, rien ne compte plus que la baston. Par contre, à contrario, vous en avez un autre seigneur de guerre, qui lui, la baston, mais tant que j'arrive à mes fins, c'est pas grave. Il a la plus grande ambition et la sournoiserie totale pour même, alors qu'il est petit et frêle, commander ses grands cousins que sont les orques noirs. Il est le gobelin, le plus grand seigneur de guerre vivant et non disparu de l'époque à ce moment-là. C'est Skarsnik, celui qui a vraiment le plus d'envie de devenir le seigneur de guerre ultime des orques et des gobelins. Ces deux-là représentent au final les grandes puissances peau verte de l'époque. Vraiment du début et de la fin des temps. Grimgor et Sawag au nord, Skarsnik et Sawag sur Karakowi Peak. Mais il y en a un dernier, seigneur légendaire, un dernier qui ressent pas seulement que c'est la baston, qui ressent que c'est la baston ultime. Celle qui va enfin faire que les orques et gobelins seront les dominants. Celle qui va enfin faire que les orques et gobelins vont ravager et combattre jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à même au-delà de ça. Cet orque, c'est un mage, donc il comprend que les vents de magie se décuplent. C'est Wurzag. Et Wurzag, il se dit, le grand prophète vert, que s'il reste désunis, les orques ne pourront pas survivre à ce qui va se passer. Lui-même ressent le danger. Il ne ressent pas de la baston, il ressent un danger. Chose étrange pour un orque. Et Wurzag va se mettre en tête que si jamais un seigneur de guerre ne suffit pas aux orques, comme ça serait le but de n'importe quelle faction, comme le chaos, eh bien il trouverait les avatars de Gork et de Mork. Et il se dit que peut-être il sait où ils sont. Peut-être que Gork, c'est Grimgor, et que Mork, c'est Skarsnik. Et Wurzag va partir en quête en se disant « Je vais aller voir ces gars-là, et je vais leur dire que la grande baston va commencer, qu'il va falloir s'allier pour que les peaux vertes règnent. » Ou c'est l'inverse. La quête de Wurzag commence à la 35e page. Et on n'entend plus parler de lui après. Voilà. C'est con quand même. Grimgor. Pardon. Grimgor apparaîtra dans les 30 dernières pages du dernier bouquin. Skarsnik apparaît 3 fois dans le 4e livre, sur plusieurs paragraphes et plusieurs chapitres. Wurzag ne réapparaît pas. C'est dommage. Vraiment, c'est dommage. J'en resterai à ce commentaire. C'est dommage. Ah! On sait ce que Wurzag devient, moi? Non. Disparu, oublié. Je vous ai dit que je vous parlerai même des oubliés. Hein. C'est quoi cette interruption de coït? C'est criminel là, je suis d'accord. Il y a quoi comme contenu dans ces bouquins? Bah, je vais t'en raconter, Grumpy, je vais t'en raconter. C'est le nul qui a écrit ça. Bah non, Mr. Hyde, mais non. On est en 2023, il le cherche encore, c'est ça. Les forces de la destruction ont clairement été délaissées pendant End of Time en termes de fluff. Ah oui, complètement. Bon, alors, les ogres. Alors, les ogres... Alors, si vous voulez des oubliés aussi... Ah là.
Bon, écoutez, les ogres, allez, je vais le faire très très vite. Les ogres, je vous rappelle que les ogres, hein, c'est une faction qui est ni bonne ni gentille, comme les rois des tombes techniquement. Les ogres, il y a des ogres du chaos, contrairement au fait qu'il n'y a pas d'orques du chaos, mais il y a des ogres du chaos et il y a des ogres mercenaires. Les ogres, c'est très très simple. Franchement, les ogres, Gressus d'Andorre, qui est donc l'archi-tyran, hein, le grand général des tribus ogres, et ben, au moment de la tempête du chaos, il comprend, enfin de la tempête de la fin des temps, il comprend que certains des tyrans refusent son allégeance, partent au nord, d'autres refusent son allégeance et restent où ils sont, et d'autres restent à son allégeance et restent où il est. Les ogres vont affronter toutes les horreurs qui se trouvent dans les montagnes des larmes, et ils vont sur 5 bouquins n'apparaître que 2 fois. Et pour chacun, à chaque fois, ce n'est que pour une bataille, sans aucun rapport avec leur contexte. En tant que mercenaire ogre, ou ogre maté. Voilà le contexte des ogres. Voilà. Enfin, bien sûr, ils ont le même contexte que les autres. Hein. Ils affrontent des démons, ils comprennent, parce que des failles démoniaques s'ouvrent au moment du couronnement d'Archaon, ils comprennent que c'est la merde. Il y a des volcans qui explosent parce que la terre, elle est tremblée, elle comprend qu'il y a des problèmes qui arrivent. Bref, ils comprennent que c'est la merde et ils comprennent que bon, ça va casquer. Il va rien se passer de bizarre, quoi. Rien du tout. Ça a été évident. Bah là, j'ai pas envie de perdre du temps pour défendre quelque chose qui n'existe pas. Vraiment, je suis désolé. Hein. Vraiment, je suis vraiment désolé. Je sais que les ogres, hein, avec moi, ils prennent un peu cher parce que j'aime pas les jouer. Je sais qu'ils ont été déclarés comme armée la plus dure, enfin la pire pour apprendre à jouer au jeu l'été dernier. Et là encore, en plus, leur lore n'arrange pas les choses. Je suis vraiment désolé. Il y a du potentiel hein, sur les ogres, etc. Mais vraiment, s'il y a quelques-uns des oubliés de battle dans cette histoire, parce que vous allez voir que c'est pas les seuls, hein, c'est pas les seuls. Vraiment, les ogres en font partie. Et c'est une fin de tournage pour les ogres. Ils apparaissent pour 2 batailles, comme les orques en fait. Chef. Bon. Alors, on arrive dans les 3 derniers. C'était vraiment nécessaire de Game Workshop pour en arriver là pour Battle? Non. Ah, voilà, nécessaire absolument pas. Passons à la faction la plus pétée. Alors voilà, vraiment, hein. On vient de parler franchement de factions qui ont eu un lore exécrable. Les Bretoniens, les nains qui savent pas quoi faire, les orques et gobelins qui sont oubliés, et derrière les ogres qui sont disparus. Non, Cetra arrive juste après, Jean-Lamar. Et là, on va parler d'un peuple, mais qui a eu un boost à ce moment-là de l'histoire. Ah, vous vous rappelez hein, du boost qu'a eu les hommes bêtes hein, je vous rappelle juste hein, tout ce qui s'est passé. Bah alors là, mes cocos, alors là, vous n'êtes pas prêts. Hein. Là, vous n'êtes pas prêts. Les Skaven, au moment de la fin des temps, sont la faction la plus forte. Voilà, je l'ai dit. Pour vous donner l'échelle de puissance qu'ils ont. Le Conseil des 13, au moment du couronnement d'Archaon, va avoir un attentat. Mais un attentat vénère. Kritislik, le prophète gris le plus puissant, celui qui occupe la première place juste à côté du rat cornu, Kritislik, le dirigeant du Conseil des 13, va connaître une combustion spontanée de feu de Malpierre. Un assassinat comme on connaît d'autres dans tous les Skaven. Tuons-le et je prends sa place. Très bien. Franchement, ça aurait été quelque chose comme ça m'aurait absolument pas dérangé. Parce que Kritislik, étant un membre du conseil, ils sont pas jouables sur la table, ça change pas grand-chose. Non. 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 Il n'est pas buté par un Skaven. Kritislik
il est tué par le racornu lui-même. Le racornu, je vous rappelle que le racornu a déjà fait une incarnation sur Terre en créant les piliers pour nommer les membres du Conseil. Là, le racornu tue le plus puissant des membres du Conseil et s'assoit à table. Et il leur dit, mes fils, j'ai un plan pour vous. Un pur Deus Ex Machina. Ah d'accord. Ah d'accord. Et le racornu leur explique qu'à partir de maintenant, le Conseil des 13 aura à ses côtés pour l'aider dans ses avancées, et y compris tous les grands généraux d'Escaven auront à leur côté, par la déferlante d'énergie du chaos qui vole partout, ils auront chacun un verminarque. Pour les grands élus du rat. C'est mignon. T'es bien? Tu as un bon up? Pas mal. Mais c'est le paradis. En gros, Dieu dit à Jésus, tu es assis à ma place. Mais what? Juste comme ça. Juste. Alors, encore une fois, le contexte est énorme. Hein. En fait, c'est vraiment à ce moment-là. Je vous rappelle que les verminarques, c'est des démons. Hein. C'est des démons, les verminarques, je vous le rappelle. Certes, des démons du racornu, mais des démons du chaos quand même. Le racornu étant un dieu du chaos. À ce moment-là, les Skaven ne sont plus des Skaven. Les Skaven sont des agents du chaos, officiellement. Parce que tous leurs grands seigneurs, leurs grands élus, seront aux côtés d'un verminarque, donc d'un démon lui-même. Olga est plus de verminarque. Oui, j'avoue. Le racornu, il débarque et il rince. Les Skaven, forts de cette alliance, de ce boost d'énergie, vont en 6 mois, hein, ils vont en 6 mois détruire, j'ai dit détruire, raser, détruire, enlever tous les habitants, les bouffer, en faire des esclaves. En 6 mois, ils vont intégralement détruire l'Estalie, la Tillée, les principautés frontalières, et c'est mis entre guillemets Barakvar. C'est moi qui bullshit, mais voilà. En 6 mois, et Tamurkhan c'était avant, hein. Tamurkhan, attention, c'était avant. Hein. Ils avaient faim, dis donc. Nawak. Là, je dis Nawak. Disons que c'est une simplification littérale du scénario. C'est ma game de Total War Warhammer 3, en fait. Oui, mais l'Estallé et la Tillée, c'est pas si fort, c'est normal. Oui, non mais Quentin. D'accord. L'Estallé et la Tillée, ils n'ont jamais été forts. Ce sont les voisins les plus proches de Scarogne. C'est eux qui se le prendront dans la gueule en premier. C'est normal, je suis d'accord. Mais que tout ceci se passe sans que aucun autre peuple ne fasse quoi que ce soit d'autre. La Bretonie, certes, parce qu'elle est en guerre civile, elle est en accord de ça. Les elfes sylvains, certes, parce qu'Ariel est malade, elle est en accord de ça aussi. L'Empire, ah bah non, il a trop à faire pour lui. Les nains, oh bah non, il se doute que quelque chose arrive. Et puis quand même les principautés frontalières, faut pas oublier, mais les principautés frontalières, elles ont un accès direct à l'Empire. Elles peuvent dire « Oh, score !» Même si ce sont des mercenaires, et ils ont des armées quand même. Ils whoopent les factions dont Games n'a pas grand-chose à faire. Ah ah. Et là, vous mettez le doigt sur quelque chose. Parce que qui est-ce qu'on trouve en armée dans les principautés frontalières qui datent de la V6? Les mercenaires, les Dogs of War. Et quelle autre armée a quasiment plus de villes, plus de rois, plus personne rappelez-moi à ce moment-là de l'histoire, et qui date aussi de la V6 et qui n'ont pas eu de mise à jour. Ah,
Les Bretoniens. C'est vrai, ce n'était que des rats, ils ont dit. Voilà. Donc les Skaven à ce moment-là sont surpuissants. Ils ont des milliers, des centaines de milliers d'esclaves à dévorer, à échanger, qu'ils ont pris en Estalie, en Tillé et dans les principautés frontalières. Ils sont prêts à attaquer tous les royaumes du Sud dans une défonce de puissance incroyable. Et ceux qui vont prendre le plus cher, ce sont leurs rivaux de toujours. Ce sera, bien sûr, les nains. 6 mois, c'est même pas le temps qu'il faut faire pour tout le chemin qu'ils ont fait. Alors attention que les Skaven sont partout. Hein. Les Skaven sont partout. Non, mais les Rois des Tombes, mais non, les Rois des Tombes, ils sont en V8, hein, les gars. Les Rois des Tombes, ils sont en V8 et ils ont quand même un énorme chapitre dans le lore qui parle d'eux. Non, on peut pas dire que les Rois des Tombes sont les oubliés dans cette histoire. C'est des bafoués. Ah oui, par contre, c'est des bafoués. Mais ça, on verra ça dans quelques semaines. Vous allez voir. Comment pouvaient-ils lutter? Ils avaient qu'à avoir un livre d'armée aussi, il faut pas d'effort. Bah oui, c'est ça. C'est ça. J'espère que tu roderas le blason des ogres des Bretons dans ta version End Times. Oh, alors là, mon Quentin. Déjà, les Bretoniens. Ce sera pas les mêmes. Hein. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour les Skaven. J'accélère un petit peu parce que je suis fatigué, je suis désolé. Il m'en reste 2 à vous faire. Il m'en reste 2. Allez, on va rester concentré. Il m'en reste 2. Et quand même, hein, c'est pas n'importe qui dont on va parler. Les Rois des Tombes. Alors là, les Rois des Tombes, par contre... Les Rois des Tombes sont une armée qui, je le rappelle, n'est ni bonne ni mauvaise aussi. Elle n'est pas du côté de l'ordre, entre guillemets, et elle n'est pas non plus du côté du chaos. Elle n'a jamais eu d'ascendant. Retenez bien ça. Voilà, Settra do not serve, he rules. Tout à fait. Settra, régnant sur Nehekhara à ce moment-là, je le rappelle bien, c'est Settra qui dirige Nehekhara, qui dirige les Rois des Tombes. Il dirige tous les autres rois, le roi de Zandri, le roi de Noumas, la reine de Libaras, Khalida, etc., tous les autres rois. Settra comprend ce qui se passe. Il sait que lui aussi, avec bien entendu tous les prêtres qui entourent sa caste qu'il déteste, hein, je rappelle qu'il déteste les prêtres liches, Settra sait que le chaos arrive. Mais il sait aussi que ça ne sera pas que de la faute du chaos. Hein. Ça sera la faute de tout le monde à part lui. Settra, au moment où le chaos se réveille, va avoir dans l'idée et si c'était maintenant que je lançais ma croisade pour tout récupérer, tout le territoire qui était à moi, hein? Est-ce que ça serait pas le bon moment au final? Et Settra va tout simplement se dire que les forces des ennemis sont en marche, de tous les ennemis sont en marche, et il va demander au culte mortuaire de réveiller les rois, réveiller les dynasties. Et les prêtres liches, je trouvais cette phrase assez classe quand même, les prêtres liches vont lui dire « Très bien, vous voulez réveiller les rois. Qui vous voulez réveiller? Lesquels ?» Et Settra va juste leur dire « Tous. Tous les rois des tombes vont se réveiller pour la fin des temps. Tous sous les ordres de Settra. Tous pour la gloire de Nehekhara. » Ça, j'ai trouvé ça classe. Vraiment. Big brain. Ça, j'ai trouvé ça classe. Lesquels? Oui. C'est exactement ça, Calix. Pour vous donner 2-3 idées, Settra enverra des émissaires partout. Il enverra même des émissaires à son grand répudié Katep. Katep, grand hiérophante de Khemri qu'il déteste parce qu'il déteste les prêtres liches. Lui dire, bon, allez, on aura besoin de ta magie, viens, écoute, viens, on va rigoler. Il va en envoyer à Lamia, en tout cas à Libaras, en disant, bonjour, est-ce que vous pouvez réveiller votre reine, s'il vous plaît, il y aura des vampires à buter. Ah bah vous êtes déjà là, en fait. Parce que, bien entendu, que le pouvoir des contes vampires grandissant, Khalida s'est déjà réveillée, elle sait que ça pue la merde. Et il y en a un qui va manquer. Un roi des tombes qui va manquer. Un gars que personne n'a jamais aimé chez les rois des tombes, mais qui reste un roi des tombes quand même. Il manque Arcane le Noir, le 3e sur votre image.
Arkane, qui a déjà voué son allégeance. Arkane, qui est le plus grand serviteur de Slaanesh. Non, putain, non, pas de Nagash, excusez-moi. Régner éternellement, très humblement, tout à fait. Pas cette faute, désolé. Il l'a dit, non. Lapsus révélateur, arrêtez, je suis crevé. J'aime beaucoup ce dessin, d'ailleurs, hein. J'ai été très content de le trouver, Cetra avec son masque mortuaire et tout, je trouve très très classe. Et donc, les rois des tombes vont connaître un up également assez... C'est quoi Khemri? Khemri, c'est la capitale, c'est une des 7 cités des rois des tombes, Hunter. Cetra est le roi de Khemri. On se lève tous pour Slaanesh, bien sûr. C'est parti pour le clip. Ils font quoi les fiefs de Nippon? Attends, Metallic, j'arrive. Allez, dernière grosse faction à vous dire et après on parle des oubliés, j'aurais fait mes 2 heures. Si les rois des tombes se réveillent, c'est pas pour rien. Comme je vous l'ai dit, les morts-vivants sont en surpuissance. Alors là, je vais terminer sur les factions importantes et les factions jouables, entre guillemets, avec les contes vampires, parce qu'en fait, au final, je ne vais faire que répéter tout ce que je vous ai dit. Surtout par rapport au live de la semaine dernière. Les contes vampires sont à nouveau redirigés par Manfred von Carstein en Sylvanie. Je précise, en Sylvanie. Manfred vient de emprisonner Volkmar, je vous ai parlé de ça lundi. Il vient d'emprisonner la fée enchanteresse et il a en emprisonné d'autres grands héros de plusieurs peuples, y compris Alarielle, la reine éternelle la fille de la reine éternelle des hauts elfes. La grande nuit a été envoyée sur la Sylvanie, le sortilège qui a attiré Volkmar, et la grande forteresse d'Os a réussi à être lancée, qui ferme la Sylvanie et la rend indépendante de l'Empire. Mais en face, le mur de foi de l'Empire a été créé par Balthazar Gelt, bloquant les morts-vivants en Sylvanie. Ce qui fait que Manfred est à la tête d'une des plus grandes armées de morts-vivants qui n'ait jamais connue, parce qu'il a réussi, je le rappelle, à canaliser avec son nuage noir, à canaliser quasiment toute la magie de la mort en Sylvanie, ce qui est très dangereux de faire ça, on est bien d'accord, mais il arrive en tout cas à en faire un catalyseur énorme, faisant sa puissance colossale, d'où le fait que Alarielle dit bonjour, est-ce que aux elfes sylvains, est-ce que vous ne pouvez pas envoyer du monde parce que la petite armée d'elfes ne va pas y arriver, hein. 50 nuances de morts, tu peux aller à 50 millions de morts, plutôt. Enfin, pas 50 millions, mais 50 millions de nuances, en tout cas. Et tout ça va attirer plein de répercussions, les impériaux, les nains, etc. Tout ça, on en parlera bientôt, parce que de toute façon, tout le premier chapitre tout le premier livre ne parle que de Nagash. Donc vous comprenez bien que je vais vous parler encore beaucoup des contes vampires. Mais les contes vampires, c'est les contes vampires. Il n'y a pas que Manfred en Sylvanie, hein. Il n'y a pas que lui. Il y en a une autre. Il y en a une autre qui est très contente de tout ce qui se passe. Très heureuse de tout ce qui se passe. Qui a déjà plusieurs coups d'avance. Plusieurs coups d'avance par rapport même à Manfred. Neferata. Neferata, la première vampire, plus vieille que Manfred. La première de toutes les vampires, Neferata, la deuxième pupille du monde de Warhammer, elle sait déjà énormément de choses grâce à ses espionnes Lamian qui sont cachées dans le monde entier. Elle sait même chose que Manfred ne sait pas. Elle sait que Aliatra n'est pas la fille du roi Phénix et de Alarielle, la reine éternelle. Elle sait que c'est une bâtarde. Et ça, elle se garde bien de le dire à Manfred. Car Manfred, avec tout ce qu'il est en train de recueillir en Sylvanie, je vous ai dit pourquoi c'était fait, c'était pour invoquer le pouvoir de Nagash et de soumettre la volonté de Nagash aux volontés de Manfred von Carstein. Neferata, bien évidemment, veut l'inverse. Laissez Manfred faire tout le sale besogne et prendre le pouvoir de Nagash au bon moment à la place de Manfred. Et pourquoi pas de se débarrasser de ce fief faquin. Mais tout ça, c'est au-dessus d'Arcane. Arcane le Noir qui, lui, est tellement vieux. Plus vieux que Neferata. Plus vieux que Manfred. Il a connu Nagash de son vivant, Arcane. Arcane peut même lire dans l'esprit des morts vivants. Arcane, il sait ce que veulent les vampires.
Et c'est peut-être lui qui va les manipuler jusqu'à arriver à ses fins, réinvoquer son maître pour que son maître soit le vrai maître de ce monde, que Nagash lui-même règne et qu'il coupe l'herbe sous le pied au chaos. Comment elle peut le savoir? Par les esprits, par les esprits, par la manipulation, par les mensonges, par les espions. Parce que c'est la pupute numéro 2. Celle qui sait plus de choses qu'elle, c'est Moratti, hein, et c'est tout. Hein, parce qu'elle a autant d'espions qu'elle. D'où la pupute numéro 1 et pupute numéro 2. Le susball. TG, c'est magique, ouais, on va dire ça. Donc je pourrais m'arrêter là. Je pourrais m'arrêter là en vous disant, ben voilà, vous avez le contexte pour toutes les factions du monde de Warhammer, mais c'est faux. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres des factions de Warhammer, des factions majeures du monde de Warhammer. Et elles, vous vous rappelez les ogres? Vous vous rappelez la Bretonnie, les orques et gobelins? Ces 3 factions qui vont suivre, ce sont vraiment elles, les oubliées. Celles qui vont ne même pas apparaître dans le roman. Bonne nuit, Gambi. Les nains du chaos. Les nains du chaos, bien malheureusement, avec tout ce qu'ils nous ont balancé par rapport à ça, je vous rappelle que les nains du chaos étaient une armée V6, qu'ils ont eu une mise à jour de la V8, mais seulement faite par Forge World. Les nains du chaos ne seront jamais apparents dans aucune bataille de la fin des temps. Je vous expliquerai ce qui leur arrive, mais voilà, gardez ça pour vous. Ils sont V5 même, oui, en plus ils sont encore plus vieux que ça, tout à fait. Mais vraiment, oubliez ce que vous pouvez penser de ces gars-là. Ils ne vont être qu'une anecdote toute pourrie pourrave dans le monde de la fin des temps. Les pauvres, ils sont du côté du chaos, mais ils se font invisibiliser quand même. Ah mais complètement, hein, complètement. Ils sont oubliables as fuck. À mon très grand regret, mais vraiment mon très très grand regret, les halflins, bien évidemment, le mout. Alors là, le mout. Alors, j'ai peur de dire une connerie parce que j'ai pas relu tous les livres encore. Hein. Je sais même pas si le mout, les halflins, les semi-hommes, donc des impériaux, hein, je le rappelle, je sais même pas si le mout est nommé. Je sais même pas s'il est nommé dans les livres. Alors que c'est la première puissance du monde de Warhammer. C'est abusé! C'est les Hobbits, voilà, oui, c'est les Hobbits pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous conseille, je vous ai fait une vidéo lore sur qui est excellente, je trouve. C'est une de mes préférées. Je serais en vrai grave que Wizards ne couvre pas toutes les factions en termes de figurines de leur univers. C'est quand même assez fait. Les fiers guerriers sur coque, tout à fait. Bouffés par la Sylvanie, je crois. Oui, oui, ils vont se faire défoncer. Hein. Ils se font défoncer, mais ils sont même pas décrits comme étant défoncés. Ils disparaissent. Juste, hop, terminé. Même l'Estali et la Tillet qui a disparu en 6 mois, elle est nommée au moins. Et à mon grand regret, à mon très grand regret, Cathay, le grand Cathay, la faction, la civilisation qui a le plus gros territoire. Cathay n'aura qu'une mention dans les livres. Une seule fois, il va être lisible. Cathay qui se lève, qui sont des grandes factions du vieux monde, ne sont même pas jouables. Pourquoi les avoir créées? Mais parce qu'elles sont super importantes avant. Mais dans la fin des temps, elles n'ont aucune importance. Cathay, dirigé par des dragons dieux, des dragons qui sont plus vieux donc que les anciens, je le rappelle. Nippon, les terres de Kuresh, tout l'Est, tout ce qui est à l'Est des montagnes des larmes, vous oubliez. Tout ce qui est même dans les montagnes des larmes, on ne sait pas ce qui s'y passe pendant toute la fin des temps. Même toutes les terres sombres, on ne sait pas ce qui se passe pendant la fin des temps. On le sait qu'à la fin, en un seul paragraphe.
Donc, territoire des nains du chaos, territoire des ogres, territoire de Katay, territoire de Nippon, tout ça, on ne le sait que si on lit le dernier livre dans les derniers paragraphes. L'Arabie, Arabie jamais mentionnée non plus, je crois bien. Il n'y a pas eu de belle bataille d'ailleurs, l'Estali ou la Tilée, non, non, c'est vraiment écrit, ils se sont fait ravager en 6 mois. Il n'y a même pas eu de bataille, apparemment, l'Estali ou en Tilée, ils se sont fait bouffer. On sait juste que le grand mur est toujours là. Alors que quand même Katay est ultra défendu contre le chaos. Enfin bref. Albion a disparu déjà depuis un moment, Malus. Hein. La V8 ne mentionne même pas Albion. Et quand même... Excusez-moi, les motos qui passent dans la rue. Quand même, dernière faction, que je vous ai déjà parlé de qu'est-ce qui lui arrive dans le contexte. Faction qui, je le rappelle, est la faction dominante du vieux monde lors de la guerre contre le chaos précédente d'il y a 200 ans. Faction qui, quand même, on va pas se mentir, a un charisme de fou. Qui se lève au moment de 2523, le début de l'histoire. Kislev n'existe plus. Katarina a disparu. On sait qu'elle s'est réfugiée à Erengrad, le port tout à l'ouest de Kislev, et qu'elle n'a combattu les forces de Archaon que pour laisser le temps de prévenir l'Empire. Même pas de préparer l'Empire, de prévenir l'Empire. Katarina ne fera aucune apparition. Les forces kislévites ne feront aucune apparition juste au début de ce que je viens de vous dire, où ils préviennent l'Empire, alors que quand même, on ne sait pas si Katarina a survécu, aucune information. On sait juste qu'elle s'est enfermée à Rengrad et après le scénario, oh merde, on a oublié Kislev. On sait juste que Kislev est mort. Kislev a disparu. C'était pas les forces de Village, tout à fait, je l'ai dit la semaine dernière, c'était Village qui a tout défoncé. Légion d'honneur à titre posthume, c'est ça. La vieille garde ne se rend pas, bien sûr. Voilà les factions dominantes du monde de Warhammer. J'ai essayé de vous donner un contexte de tout ce qu'il se passe pour l'histoire de ces factions dans les 4 premières années qui font le prémisse de la fin des temps. Nous avons réussi en 1h54. Vous voyez que j'ai réussi à le faire, vous n'avez pas cru en moi. Nous avons fait de 2519 à 2523, couronnement d'Archaon, tempête de magie, faille démoniaque, tout ce qui se passe en Ultuan, tout ce qui se passe en Agaronde, tout ce qui se passe dans le Vieux Monde, tout ce qui se passe à l'Est, tout ce qui se passe au Sud. Voici la préparation de la fin des temps. On vient d'atteindre la 45e page du bouquin. C'est à partir de là que commence l'histoire. J'attends toujours les hauts elfes. Les hauts elfes ont déjà passé Hunter. C'était la semaine dernière. À partir de là, l'histoire commence.